Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et oui, tu as complètement raison, chaque fois que Fujifilm sort un nouvel appareil photo, c'est tout de suite plein de doutes. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Qu'est-ce qui est mieux pour celui qui serait intéressé par un Fujifilm? Donc là, j'ai les trois modèles. Le nouveau X-T50 avec l'objectif 16-50 nouveau aussi. Ici, le XS20 avec l'objectif 8 mm. Et ici, j'ai le X100 Mark VI avec l'objectif qui vient de série, puisque c'est un compact, bon, si on peut appeler ça compact, un 23 mm. Donc, on va voir ça un petit peu. Je ne parle pas de quel est le meilleur appareil photo, mais quel est le meilleur appareil photo pour quelqu'un ou pour faire quelque chose. Donc, on va voir ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points si tu n'arrives pas jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point important, si tu voulais te former à la retraite et ton idée c'était de te financer par le CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et elle n'était pas appliquée pendant très longtemps, mais enfin c'est fait depuis le 1er mai 2024 et bonne nouvelle puisque les rumeurs c'était que les élèves de n'importe quel type de formation, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% du prix de la formation et finalement ça reste à 100 €, ce qui est bien inférieur. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ça non plus, ok? Mais bon, je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Le premier truc, je te laisse leur téléphone qui est complètement gratuit, le site web et aussi leur email évidemment et un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, le XS20 est à moi, le 8 mm non, le XT50 et l'objectif non, ne sont pas à moi, le XT106 100 Mark VI est à moi. Donc, un merci à Olivier Saint-Géry de Fujifilm France qui m'a apporté non seulement ces objectifs et le boîtier, mais tu vas pouvoir voir des liens puisque là, je suis en train de publier cette vidéo après avoir déjà publié les tests du XT50. Je te laisse le lien par ici, de l'objectif aussi, je te laisse le lien par ici. Et aussi du GFX 100S2. Donc, je te laisse tous les liens en description et tout ça. Donc, merci beaucoup Olivier, ce qui m'a permis de faire pas mal de vidéos avec tout ce matos. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer de photos faites avec ces appareils puisqu'ils ont leur propre vidéo de présentation. Voilà, parce que la raison, c'est que je veux te parler des sensations, des trucs techniques et aspects des appareils photo et non pas si elles font des bonnes ou mauvaises photos. D'ailleurs, bon, les trois appareils font des photos très similaires, donc il n'y a pas meilleur ou pire. Simplement, si ça t'intéresse, tu peux voir leurs propres tests sur ma chaîne ou autre chaîne avec des photos faites avec, ok? Mais vraiment, l'idée, c'est de parler des appareils et non pas te montrer des photos. Voilà. Alors, je suis dans le jardin de mes parents à Fontenay-le-Comte en Vendée. Alors, c'est bien la campagne, mais il y a un voisin qui est en train de couper des arbres, dont tu as peut-être un petit bruit de fond, mais j'ai pas le choix, il faut bien que j'enregistre. Alors, quand on veut comparer des appareils photo, il est relativement facile de comparer la partie technique. Donc savoir si un capteur a plus ou moins de mégapixels, des trucs comme ça, c'est assez facile. D'ailleurs, il y a les fiches techniques sur le site web du fabricant ou sur un magasin en ligne, un truc comme ça. Donc ça, c'est pas compliqué. Moi, je pense qu'il est intéressant, c'est que je te raconte un petit peu mes sensations en utilisant l'appareil, la prise en main, pourquoi j'utiliserais celui-là plutôt que celui-là suivant la situation. Je pense que ça c'est plus utile, je vais quand même te donner des informations techniques évidemment, mais je pense que ça c'est plus utile à l'heure de décider quel est l'appareil photo qui serait peut-être le plus intéressant pour toi. Voilà, alors sincèrement, si je devais en garder un seul, ça serait extrêmement difficile pour moi de choisir. Du fait, j'ai déjà un X100 Mark VI et aussi un XS20. Donc ces deux appareils certains pourraient penser qu'ils se chevauchent en fait ou qu'ils se concurrencent. Et en fait non. Donc voilà, c'est toujours un choix qui est compliqué. Mais bon, je vais essayer de t'expliquer et de toi-même, suivant tes goûts, tes couleurs et tout ça, tu choisiras un peu plus l'un que l'autre ou aucun des trois. C'est possible que tu veuilles autre chose, mais on va regarder dans cette gamme. Voilà. Et bien voilà, un trio d'as de Fujifilm. Ici le nouveau X-T50. Ici le XS20 et ici le X100 Mark VI. Alors on voit que le XS20 et le XT50, mis à part certaines molettes différentes et le grip qui est différent, l'emplacement du viseur, on voit un air de famille.
Et là, ici, on a le X100 Mark VI qui fait cheval à part, cavalier seul plutôt, avec son viseur optique. Et ici, il y a un format un peu différent. Alors, si on regarde la taille, la première chose que les gens pensent, sans les voir les unes à côté des autres, c'est que le X100 Mark VI est plus petit. Et en fait, non. Il fait exactement la même taille que le XS20, en fait, de longueur. Alors, il n'y a pas ce grip, ok, mais de longueur, il fait la même taille. De hauteur, ben, un peu plus petit, oui, parce qu'il n'y a pas le viseur qui va dessus. Par contre, en largeur, le plus petit, c'est le XT50. Voilà, donc, sincèrement, on joue dans la même catégorie de taille, je dirais, puisque un chouïa après, voilà, bon, celui-là, il a la même hauteur, ces deux-là ont la même hauteur, et celui-là est plus bas, et le XT50 est un petit peu plus étroit. Mais la sensation est très, très similaire. Alors, si on regarde la prise en main, alors, on va voir que le XS20 a un grip qui est vraiment plus développé, okay, qu'on tient bien en main. Par contre, ces deux-là ont un grip qui est plus plat, qui a l'air exactement pareil. En fait, non, le XT50 a un grip qui est un petit peu plus prononcé. Derrière, il y a aussi une base pour le pouce, comme sur le XS20. Voilà, base sur le pouce. Et celui-ci, c'est vraiment léger, quoi. Voilà. Donc, si on parle prise en main sécurité, celui qui utilise son appareil sans courroie et sans dragonne, très mal, ok, il ne faut pas faire ça, mais enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, ben, sans aucun doute, celui-là a une sécurité bien plus importante. Mais attention, moi, je n'ai pas des doigts énormes et ça passe sans problème. Mais si tu avais vraiment un gros objectif, là, certains, peut-être avec des gros doigts, auraient du mal à passer leurs doigts ici, je ne sais pas. Voilà, moi j'ai ni tes doigts, ni l'objectif que tu montrais. Par contre là, bah, oui, il n'y a pas ce problème, voilà. Donc a priori, si on parle sécurité prise en main, eh bien le XS20, oui, est la prise en main est plus costaud, voilà. Alors c'est vrai qu'il existe des grips optionnels qu'on peut monter là-dessus. Moi, j'aime pas du tout ça, donc moi je préfère laisser l'appareil comme il est. Mais c'est vrai que prise en main, ça c'est le XS20 est plus je sais pas, la sensation c'est de plus de sécurité, voilà. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça m'aide. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors là, on va voir la différence de philosophie des appareils photo. Sur le XS20, on trouve le classique PSAM, donc gestion, priorité, ouverture, diaphragme, vitesse, mode manuel ou mode programme, qu'on retrouve sur les XH2 et 2S, et XH1 je suppose aussi, et aussi d'autres appareils de la concurrence, Reflex, mirrorless, bon c'est une philosophie qu'on a déjà vue. Alors évidemment, tu peux aussi avoir le diaphragme sur l'objectif, sur l'objectif que tu choisis, mais aussi tu peux le gérer depuis les molettes. Donc la vitesse, tu vas la gérer depuis les molettes. Par contre là, c'est le modèle classique de chez Fujifilm avec une roue pour les vitesses, une molette pour les vitesses, et sur le diaphragme, tu as sur l'objectif, tu as le diaphragme. Alors si tu as un objectif sans diaphragme, une bague de diaphragme, évidemment tu peux le gérer par les molettes. Voilà. Mais on voit vraiment deux philosophies différentes. Ça serait la classique Fujifilm qu'on retrouve aussi sur les modèles XT comme le XT5 et tout ça. Voilà. Donc bon, voilà, ça serait classique de chez Fuji. Et ça serait le PASM. Alors, avantage et inconvénient des deux, en fait, ça dépend de ce que tu aimes faire. Alors, l'avantage du mode classique, c'est tu vois, avec les vitesses dessus, c'est que tu vois vraiment les vitesses, tu peux les choisir et tout ça, mais tu peux aussi passer en mode bouton, c'est-à-dire tu veux gérer seulement par les boutons et ne pas t'embêter avec la petite roue, c'est possible aussi. Par contre, là, non, là, ça va être uniquement par les molettes, donc tu ne pourras plus, il n'y a pas une petite roue de vitesse sur le dessus, donc, ouais, ça, tu n'as que cette option. Donc, ça dépend vraiment de toi, mais sache que si tu es un fan du système Fuji où tu as vraiment la molette des vitesses dessus, tu vois ce que tu fais et tout ça, plutôt ces deux appareils que celui-ci. Au contraire, si ça te prend la tête et tu sais que tu vas toujours être en mode de gérer par les molettes, peu importe, peut-être que le XS20 est bien pour toi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux philosophies d'utilisation prise en main. Voilà. Bon, après on va regarder le côté viseur. Alors là, j'ai un viseur sur les deux, j'ai un viseur central. Alors comme ce sont des appareils qui sont assez petits, ça ne n'empêche pas d'ouvrir l'œil gauche si je veux pour regarder. Alors si tu utilises l'œil gauche,
ça sera similaire, sauf que tu seras caché derrière, ok. Mais sinon, bon, voilà. Mais si c'est un appareil un peu plus grand, là, ça deviendra un problème d'avoir un viseur central si tu veux ouvrir l'œil gauche et regarder un petit peu sur les deux là. Par contre, sur le XT100 Mark VI, c'est pensé comme ça pour que justement, tu as un dégagement du visage, tu puisses regarder. Alors, c'est pas un appareil télémétrique, hein, c'est ce qu'on appelle de type télémétrique par le look. Mais il n'y a pas de télémètre pour faire la mise au point. Donc beaucoup de gens font l'erreur. Moi je crois même sur le X Pro 2, dans ma vidéo j'avais dit que c'était un télémétrique et c'est pas un télémétrique, c'est un look télémétrique, aspect télémétrique, mais il n'y a pas de télémètre dedans. Donc là je regarde et j'ai un dégagement, ce qui permet de montrer mon visage d'une part ou simplement quelquefois d'observer la scène, ce qui arrive et recadrer tout ça. Donc il y a ses avantages et ses inconvénients. Ben là l'inconvénient, si tu regardes l'œil gauche, ben, tu as le nez qui est tout le temps collé dans l'écran, alors que dans l'autre cas ben, c'est pas pareil. Voilà. Donc est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. C'est une question de toi, de ton utilisation, comment tu sens le coup. En photo de rue, les gens adorent ça parce que justement, ça leur permet d'observer et voilà, être à l'affût, ils ont la sensation de pouvoir ouvrir les deux yeux et travailler mieux. Voilà. Changeant de batterie, je reviens, je suis là. Tu as vu la fin, ça va comme ça. Alors, différence sur les viseurs. Là, ces deux-là n'ont que des viseurs numériques avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, un viseur numérique, alors, et là, c'est un viseur, trois viseurs dans un, on va voir ça. Alors, un viseur numérique, ben, ça a l'avantage sur un mirrorless, c'est que, en fait, s'il y a très peu de lumière, tu peux forcer le signal et voir bien, bien si tes yeux ne voient pas terrible. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Beaucoup de gens critiquent le viseur numérique, mais en fait, électronique, mais en fait, il y a beaucoup d'avantages. C'est vrai qu'au début, ben, autrefois, ils n'étaient pas terribles. Maintenant, on voit encore une différence. Ça dépend des modèles. Certains, on ne voit même pas la différence. Mais bon, voilà. Mais sache qu'il y a des gros avantages en basse lumière d'avoir un viseur électronique. Dans le cas du X100 Mark VI, en fait, il y a trois viseurs en un. Là, je suis en viseur optique, c'est-à-dire que c'est un bout de verre, donc je vois à travers une fenêtre et je vois exactement la réalité. Donc la sensation, c'est d'une netteté, c'est vraiment super, c'est fantastique. Mais il y a un autre avantage à cet appareil photo, c'est qu'en fait il y a trois viseurs en un. Donc ce viseur optique, après je peux passer en mode viseur électronique. Pardon, je me trompe de côté, hein, voilà. Électronique, donc ça va mettre une petite plaque devant. Et là ça devient un viseur comme les autres, voilà, pareil, ok. Et après il y a ce qu'on appelle le viseur hybride. Donc en fait je suis en viseur optique, je bouge là. Et dans un petit coin en bas à droite, j'ai une petite fenêtre qui est électronique qui me permet de voir un détail précis pour une mise au point, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment 3 en 1, ce qui est vraiment pas mal suivant ce qu'on veut faire. Alors moi, sincèrement, je vais te dire, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ces appareils photo si on va l'utiliser en viseur électronique. Sauf si on veut le look et tout et avoir le viseur sur le côté. Mais bon, un X4 par exemple, ou si un jour le X5 sort, bah oui, autant tu as le viseur qui est dans le coin aussi. Voilà. Donc, moi je trouve que le gros avantage, c'est ce viseur optique qui est vraiment superbe. D'ailleurs, moi j'utilise le viseur électronique seulement quand il y a vraiment une basse lumière ou quand j'ai un objet qui est vraiment très près et je ne veux pas de problème de parallaxe, bien qu'il y ait une correction, mais pour que ça soit vraiment précis. Puisque comme le viseur n'est pas dans l'axe de l'optique, eh bien, il peut y avoir une erreur de parallaxe. Donc, dans ce cas-là, je passe en viseur électronique. Ou alors seulement quand il y a vraiment peu de lumière, puisque, bon, comme sur ces deux-là, le signal peut être amplifié et je verrai mieux. Voilà. Mais sinon, moi, ce que j'adore de cet appareil, c'est justement son viseur. Mais ça, c'est une question de goût personnel d'Eric. Tes goûts sont peut-être différents, donc c'est à toi de voir. Sache que moi, acheter cet appareil sans l'utiliser le viseur optique, je trouve ça dommage. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Alors, regardons les écrans. Bon, les écrans font sur ces deux appareils, le X100 Mark VI et le X100, le XT50 ont la même taille. Apparemment, hein, je dis au pif, hein, mais ça a l'air d'avoir la même taille. Hein, ok. Là, ça a l'air d'avoir la même taille, mais c'est plus paysage, donc c'est plus large en fait. En hauteur, oui, mais sinon, ça a l'air plus vidéo. Voilà. Alors la grosse différence, c'est que aussi bien le XT100, tu peux le X100 pardon, le X100 Mark VI, tu peux bouger l'écran comme ça et comme ça, ok. Le XT50, pareil, ok. Tu peux le bouger comme ça, voilà, comme ça, enfin bon, pareil que l'autre. Voilà, on est d'accord. Par contre, le XS20, il est plus pensé pour les vlogueurs, vidéos et tout ça. Et il part sur le côté. Donc, aussi bien si tu veux faire de la vidéo et le prendre comme ça, que si tu veux faire du vlogging et t'enregistrer comme ça.
Alors, quel est le mieux des deux? Ben, normalement, les vidéographes n'aiment pas ça et les photographes n'aiment pas ça. Donc, bon, tout le monde n'est jamais d'accord. Je rajoute un truc important, sur le XS20, tu as deux pas de vis ici, car tu peux mettre un ventilateur optionnel si tu vas utiliser d'une manière intense ou faire des vidéos de longue durée pour qu'il y ait un refroidissement. Pareil que sur les XH2S et 2. Okay, donc, tu peux mettre un ventilateur, chose qui n'est pas présent sur ces autres appareils. Donc, question de goût. Moi, je suis habitué aux deux, ça ne me dérange pas, mais c'est à toi de décider. Si tu es vraiment que photo, probablement tu préfères ce genre d'écran. Tu fais une photo depuis le haut, tu vas discrètement, ou au contraire comme ça, tu vas au-dessus de ta tête. Ça va être peut-être plus pratique. Par contre, si tu vas faire beaucoup de vidéos et du vlogging où tu vas t'enregistrer toi-même, ça c'est mieux, quoi. Donc, c'est à toi de voir. Voilà. Alors, je suis attaqué par le soleil, mais enfin, je ne vais pas bouger tout mon bazar. C'est pas grave. Hein. Si tu vois pas bien ma tête, c'est pas dramatique. Les parties arrière sont pratiquement les mêmes sur les trois appareils, hein, pratiquement. Ok. Mais bon, pratiquement, je dirais même, ouais, pratiquement. Voilà. Alors, la différence va être sur le dessus. Les trois ont des systèmes différents. Là, par exemple, j'ai sur le X100 Mark VI, j'ai ma molette de compensation et là, j'ai ma molette de vitesse. Et quand je soulève cette molette, je peux changer mes ISO. Voilà, mon diaphragme étant sur l'objectif. Voilà. Voilà, donc là, c'est assez spartiate, mais j'ai dans une même molette les ISO et la vitesse. Quand je regarde le XT50, là, j'ai pareil une molette de vitesse. J'ai une molette de compensation, mais là, la molette gauche, où j'aurais pu peut-être avoir les ISO, eh bien non, ils ont décidé de mettre des simulations de films. Ce qui me semble très bien, parce que cet appareil, en fait, il est vraiment pensé photographe, et sûrement beaucoup de photographes qui sont des classiques de chez Classique, qui aimaient l'ère argentique, même si certains ne l'ont pas forcément vécu, mais ils aiment cette idée d'avoir les simulations de films. Ils vont peut-être pas vouloir passer des heures sur un ordinateur, ils vont vouloir avoir des photos directes en JPEG qui soient comme ils veulent. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir une molette de configuration de film, de choix de film ici, d'accès rapide, plutôt que passer par un menu. Alors, si je veux changer les ISO, eh bien là, j'ai plusieurs options. Une, je peux très bien réassigner des fonctions sur mes boutons, ok, ou par le menu Q. C'est un problème de ne pas pouvoir changer les ISO, ça dépend. Beaucoup de ces personnes justement dont je parle utilisent les ISO en automatique ou au contraire ne touchent pas du tout les ISO, restent à 100 ou à 400 ou peu importe, et ils n'y touchent pas. Alors 100, ça démarre à 125, mais enfin bon, à 125 ou à 400, et comme si c'était une pellicule, et bon, ils ne le touchent que très rarement, donc ce n'est pas forcément un problème. Dans le cas du XS20, ça semble plus confus, mais en fait c'est beaucoup plus libre, puisqu'en fait on voit les roues, mais il n'y a rien d'écrit dessus, parce que tu vas les configurer comme tu veux, tu vas assigner exactement ce que tu veux. Il y a même un bouton ISO d'accès ISO ici. Donc là, ça va être beaucoup plus libre. Alors, quel est le système le mieux? Quelqu'un qui aime tout configurer, peut-être que là, il va préférer ça. Et celui qui est purement photographe et à l'ancienne, il va sûrement adorer ça, il n'y a aucun doute. Et celui qui a le X106, bien comme c'est pure hype, il s'en fiche, il achète et puis c'est tout. Non, je rigole. Donc en fait, ça, je pense que c'est la configuration qui correspond vraiment bien à cet appareil. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, une fois de plus, je te laisse choisir, ça dépend de tes goûts et de ton utilisation. Alors, parlons de l'intérieur de ces bêtes. Les batteries et cartes de ces deux appareils, le X100 Mark VI et le XT50, sont les mêmes. Alors, c'est ce qu'on appelle la petite batterie de chez Fujifilm, celle-ci qui s'appelle la NPW126S. Et les cartes, ce sont des UHS 1. Arrêtez ici l'enregistrement. C'est quoi cette histoire? Contrôle de mémoire. Je vais te rafraîchir moi la mémoire, tu vas voir. C'est quoi cette histoire de UHS 1? Oui, monsieur l'agent de la mémoire, je suis désolé, je me suis trompé. Oui, c'est UHS 2, c'est vrai, c'est UHS 2, c'est pas UHS 1 sur le XT50. Je me suis trompé, je suis désolé. C'est la concurrence qui te paye, c'est la concurrence qui te paye pour que cet appareil ait l'air pire que la réalité, c'est ça? C'est ça? Non, personne ne me paye pour dire ça. Je voulais pas parler mal de Fuji, je suis désolé, je vous promets, c'était une erreur. Je me suis trompé, c'est tout bête. Bon, on va voir. Mais alors tu t'étais aussi trompé sur ton test du XT50? Oui, je me suis aussi trompé sur le test du XT50. Je suis désolé. Oui, je demande pardon à l'audience. Tu demandes pardon aux gens qui ont vu la vidéo. Je suis désolé. Oui, je suis désolé.
Ok, ok. Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec l'UHS2 maintenant? La vidéo va être meilleure, elle est différente, ça va être quoi? Explique, explique, ils veulent savoir. Vidéo, non, la vidéo, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Simplement, cet appareil n'est pas pensé spécialement pour la vidéo, plutôt pour la photo. C'est-à-dire, il n'y a même pas les petites vis pour mettre un ventilateur dessus. Oui, mais c'est pas pour une histoire de mémoire. C'est un choix. Oui, Allez, oui. c'est bon, tu peux circuler, tu peux continuer à enregistrer. Quel désastre cette jeunesse. Par contre, sur le XS20, c'est une autre batterie hein, qui est plus grande, qui s'appelle la NPW 235, qui a une plus grande capacité. Et la carte mémoire, c'est UHS 2. Voilà, j'allais dire Mark 2, je ne sais pas comment ça s'appelle, UHS 2. Ok. Donc, avantages et inconvénients. Il ne faut pas oublier que cet appareil, beaucoup de gens vont peut-être l'utiliser pour de la vidéo, donc avoir une batterie plus costaud, c'est un avantage. Et surtout, le fait d'avoir UHS 2 permet un bitrate, un taux de transfert de données, un taux de données, je dirais pas de transfert, mais un taux de données de vidéo qui est supérieur. Donc, si on pense vidéo et tout ça, c'est un avantage d'avoir ça. Par contre, là, ce sont des appareils qui sont beaucoup plus pensés photographie. Donc, ce n'était pas vraiment nécessaire d'avoir ni UHS 2 ni une batterie plus grande. Parce que la capacité reste, la durée reste très très correcte. Alors, bon, certains disaient que ça serait bien d'avoir UHS2 déjà et les mêmes batteries, mais changer les batteries serait forcément changer la taille dans le cas du X100 Mark VI par exemple. Donc voilà, avantage inconvénient, ça dépend de ce que tu vas faire. Moi, ce que je trouve qui est fantastique chez Fujifilm, c'est qu'ils ont que deux types de batteries. Ils ont la petite et la grande, la plus grande. Cette plus grande, c'est la même sur les GFX d'ailleurs. Hein. Je peux prendre cette batterie de XS que sur mon XS20 et le mettre sur un appareil GFX moyen format sans problème. Donc voilà, ça ce sont les différences au niveau de l'alimentation et la carte mémoire. Un point important, le XS20 et le XT50 ne sont pas tropicalisés. Par contre, le X100 Mark VI avec l'aide d'un filtre est tropicalisé. Alors, particularité de chaque appareil. Alors, d'abord, ces deux-là ont des objectifs interchangeables. Celui-ci, non, c'est ce qu'il y a. Alors, il existe une bonnette 28, l'équivalent 28 mm full frame ou équivalent 50. Mais enfin bon, c'est un truc en plus à mettre et ça perd un peu la philosophie de la taille. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, voilà. Mais enfin, de base, c'est fixe, on ne peut pas changer. Donc là, sur ces deux autres, tu peux changer les objectifs. Après ensuite, alors un truc unique à chacun, là tu as un filtre ND16, donc 4 stops qui est intégré dans l'objectif, filtre optique, donc tu peux couper la lumière avec, ce que n'ont pas les deux autres. La XT50, le XT50, sa particularité, cette peut-être petite molette de simulation de film que n'ont pas les autres. Et le XS20 a sur sa molette une option qui s'appelle Vlog, qui est pensée si tu vas faire du vlogging, ça va essayer de savoir que tu es proche d'abord pour la mise au point et aussi mettre l'objectif à ouverture maximum, sauf si tu es là en roue, mais enfin si tu es en automatique, il va le faire pour qu'il y ait un flou derrière. Voilà, donc c'est une idée pour le vlogging. Et une mise au point sur, si tu présentes un produit par exemple, ça va sauter sur le produit, trucs comme ça. Voilà, ce sont un petit peu les trois petits trucs, éléments séparateurs aussi. Voilà. Alors, parlons chiffres. Alors, je ne parle pas d'argent, je parle de taille. On a vu la taille, c'est à peu près la même chose. Celle-là un petit peu plus courte, mais enfin bon. Voilà. Le poids. Le X100 Mark VI, alors souvent je dis L parce qu'en espagnol, appareil photo c'est féminin et je me plante, que je enregistre les trois en même temps, donc voilà, ok. Donc pardonne-moi, voilà. Donc celui-ci, 521 grammes, et là ça ne va pas augmenter parce que l'objectif est dessus, il n'y a rien à faire. Ces deux-là, le XS20 pèse 491 grammes et le XT50 pèse pas mal moins, 428 grammes, mais après ça va dépendre de l'objectif que tu vas mettre dessus évidemment, donc le poids va varier contrairement au X100 Mark VI qui a toujours le même poids. Les millions de pixels, le X100 Mark VI et le XT50 ont 40 millions de pixels, par contre le XS20 a 26 millions de pixels. Si on parle vidéo, les trois peuvent faire 6.2K à 30 images secondes en 10 bits, mais le XS20 a un bitrate qui me semble supérieur. Si on parle de la stabilisation, alors, ces deux-là, le XS20 et le XT50, ont 7 stops de stabilisation. Par contre, le X100 Mark VI a 6 stops. Pourquoi? Là, tu vois, l'objectif, il démarre là où tu le vois. Tu vois.
Par contre, là, l'objectif, il rentre dedans. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? En rentrant dedans, ben, il y a moins de place pour tout. Donc, ben, le déplacement possible du stabilisateur est inférieur. Donc, on a 6 stops, ce qui est déjà pas mal. Si on parle des ISO, eh bien, aussi bien le X... Alors, les ISO, il y a des gens qui font une commentent, ils disent les ISO. Ben, les ISO, si tu veux, comme tu veux, les ISO ou les ISO. Moi, je fais de la liaison, voilà. Bon, ok. Alors, donc revenons à nos ISO. Les 3 appareils ont des ISO qui montent jusqu'à 12 800 sans forcer. Ok, et après, on peut avoir des ISO forcés, mais enfin bon, 12 800 ISO. Mais le ISO de base est différent. Sur le XT50 et le X100 Mark VI, il démarre à 125. Par contre, sur le XS20, il démarre à 160. Si on parle de la synchronisation de flash, alors, le XT50 et le XS20 synchronisent à 180e de seconde. Par contre, caractéristique que je n'avais pas encore dit, que j'avais gardé pour moment surprise, l'objectif du X100 Mark VI, c'est un objectif à obturateur central qui synchronise à toutes les vitesses, ton flash. Ça veut dire jusqu'à 1/4 millième. Cependant, depuis F2 jusqu'à F4, ça va jusqu'à 1/2 millième de seconde et après ça passe à 1/4 millième. Le temps que ça fasse, l'obturateur se déplace. C'est cette raison en fait. Donc bon, ça reste très intéressant quand tu vas faire de la photo en lumière ambiante et grâce à la vitesse, tu vas pouvoir couper la lumière ambiante, tandis que là, où il faut passer en haute synchronisation ou alors mettre un filtre ND sur l'appareil. Donc, super intéressant. Les différences de viseur, on a vu tout ça. Alors, le processeur, le capteur, bon, là, on a donc 2 CMOS 5 de 40 millions. Sur le XS20, on a CMOS 4 de 26 millions. Et si on parle des processeurs, ce sont les mêmes sur les 3 appareils. Des processeurs 5, donc dernière génération. Sur ces deux-là, le X100 Mark VI et le XT50, et je suppose que l'autre aussi, mais je n'ai pas vérifié, excuse-moi, j'ai un trou dans ma note, je ne sais pas pourquoi. Tu as un zoom, un convertisseur numérique de 1.4 et de x2, mais je suppose que celui-là aussi. Après, si on parle de simulation de film, eh bien, aussi bien le X100 Mark VI que le XT50 ont 20 simulations de films en incluant le célèbre Reala Ace. Par contre, et en suspens, le XS20 en a 19. Mais attention, quand le X100 Mark VI est sorti, Fuji a dit qu'il sortirait une actualisation de firmware pour les appareils avec processeur 5, donc le XT5, le XH2, XH2S, et rajouteront le Reala Ace sur ces appareils, aussi. Mais ce n'est pas encore fait apparemment, donc on verra. Qu'est-ce que je te rajoute? Je crois qu'au niveau technique, j'ai à peu près tout dit. Voilà. Alors, si on parle de prix, bon, le X106, c'est un prix fermé dans le sens où normalement tu ne vas pas rajouter de trucs. Bon, tu vas te rajouter les bonnettes de 28 ou 50 mm, mais en principe, ce que tu as payé, c'est bon, c'est fait, voilà, c'est terminé. Par contre, ces deux-là, évidemment, tu vas rajouter sur le boîtier un objectif, même peut-être plusieurs. Si tu en rajoutes qu'un seul, peut-être équivalent du 23 ou un 27, un truc comme ça, on va se retrouver sur un prix, cet objectif, le 1650, on va se retrouver sur un prix très similaire. Donc, dire celui-là est plus cher, celui-là est moins cher, ça dépend du quoi et surtout de l'avenir. Évidemment, si tu vas continuer en achetant plusieurs objectifs et tout ça, évidemment, n'importe lequel de ces deux va te revenir plus cher, mais tu auras plus de flexibilité, plus de polyvalence, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais si on parle de tarifs, de prix, certains vont dire « Oh, tiens, je pourrais prendre celui-là et mettre un 27 mm 2.8 ou mettre un 23 mm f2, j'aurai comme celui-là. » Le prix va être à peu près la même chose. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si ton idée, c'est d'avoir de la polyvalence, évidemment, prévois plutôt un de ces deux appareils pour après évoluer avec différents objectifs. Par contre, si on regarde le tarif, si tu regardes juste le prix en pensant que ça, c'est très cher, tout dépend en fait. Tout dépend en fait. Ils sont, quand tu regardes avec un objectif similaire au X100 Mark VI, en fait, ils ont à peu près tous les trois le même prix. 100 € de plus ou moins, voilà, mais on est à peu près à la louche dans le même tarif. Voilà. Alors, lequel? C'est super compliqué de dire. Alors moi, je vais te dire, si je n'avais qu'un seul appareil photo et que j'étais absolument sûr de faire que de la photo de rue ou genre de reportage, sans aucun doute, je prendrais le X100 Mark VI. Par contre,
si je ne suis pas complètement sûr encore du genre de photo que je vais faire ou quelquefois j'ai besoin de plus long, plus large et tout ça, ben, je prendrai un de ces deux-là, ou le XS20 ou le XT50. Dans ma situation à moi professionnelle, où je fais aussi de la vidéo, ben, probablement je prendrais le XS20 si je prenais un seul appareil. Donc ça va vraiment dépendre de toi, mais le fait de prendre un seul appareil, si tu sais clairement ce que tu vas faire, ben, tu peux te limiter à un appareil. Donc, mais si tu n'es pas clair, il faut prendre le plus polyvalent possible. Donc si tu n'as pas du tout de vidéo en tête, eh bien, je pense que le XT50 c'est une super idée. Si tu es clairement vraiment photo de rue, moi je dis pas street, il faudrait dire street photographie, street tout seul c'est faire la rue, c'est pas très beau quoi. Voilà, alors les mecs qui disent je fais de la street, les mecs attention, vérifiez ce que vous dites, on dirait je fais le trottoir, c'est pas terrible. Donc je fais de la photo de rue, voilà. Continuons. Donc, parenthèse, ça m'amuse. Alors donc, celui qui est sûr qu'il va faire que du reportage et tout ça, ben ça c'est vraiment une très bonne option aussi. Donc, lequel choisir? Bon, moi si je partais en voyage de nouveau à New York par exemple, ben, sûrement je prendrais le X100 Mark VI et je prendrais un deuxième boîtier, parce que peut-être des gens vont prendre deux boîtiers. Et je prendrais celui-là si je vais faire de la vidéo avec le 8 mm parce que j'adore ce 8 mm, ou le XT50. Mais comme tu vois, c'est très difficile de choisir. Moi je pense quand même que le X100 Mark VI, c'est plus un deuxième boîtier. Sauf si des gens qui n'ont que ça, ils font vraiment que du reportage, des trucs comme ça. Même certains font du portrait avec. Hein. Moi, j'ai fait des séances aussi. Hein. Mais je pense que ça, c'est vraiment un super deuxième boîtier. En boîtier unique, moi, je prendrais l'un ou l'autre de ces deux-là. Voilà. Donc, je pense que tu as une petite idée, hein, après les explications que je t'ai données, pour que tu puisses décider quel est le meilleur pour toi. Peut-être aucun des trois, peut-être deux des trois, peut-être les trois. Moi, sincèrement, j'aimerais les avoir tous. Hein, sincèrement, et suivant la journée, je partirai avec l'un ou l'autre, suivant ce que je vais faire ou l'humeur du jour. Voilà. Donc, bien voilà. Donc, je te remercie d'avoir vu la vidéo, mais surtout, merci beaucoup à Olivier Saint-Géry de Fujifilm France qui m'a prêté une partie de ce matériel et d'autres. Je te rappelle, il y a les liens en description. Et aussi, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps, réunion virtuelle avec ton prof qui t'encourage, te corrige et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations. Depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Et le mieux, c'est de les appeler, l'appel est gratuit, expliquer un petit peu ton intention et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le mieux à tes besoins. Alors, les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant ce que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ et tout ça. Alors, ils te parleront aussi du tarif, mais moi, j'ai déjà parlé de la manière de le financer. Alors, il y a une manière tout simple, ça s'appelle l'autofinancement, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu achètes, tu payes comme n'importe quel produit, voilà, ça fait beau autofinancement, mais la réalité c'est ça. Deuxième option, peut-être que tu es demandeur d'emploi, donc il faudrait que tu parles avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, avant je ne sais pas comment ça s'appelait non plus, et lui expliquer un peu tes intentions, il va t'expliquer comment faire un financement ou un cofinancement. Après, l'autre option, c'est beaucoup de gens qui ont travaillé ou travaillent ont ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Donc, regarde tes conditions de CPF et important, si tu voulais te former à la retraite, disant tiens, quand je serai à la retraite, je me formerai, n'oublie surtout pas, mais vraiment surtout pas de t'inscrire par CPF avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire et donc tu perdrais le pécule accumulé. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Troisième point, le CPF a changé, ou deuxième point, je sais plus, la loi sur CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle a enfin appliqué depuis le 1er 2024. Alors c'est une bonne nouvelle parce que les rumeurs, c'était que les élèves, que ce soit de la photo, n'importe quelle formation, devraient payer 30% du cours de leur formation. Et finalement, ça va être 100 €. Même, je crois que les demandeurs d'emploi ne payent pas. Donc, c'est une grande nouvelle parce que ça te permet de profiter de ton pécule accumulé, mettre une somme très très raisonnable et avoir une super formation. Donc, voilà. Alors, moi, je te conseille, comme je disais, de parler avec Arvia qui t'oriente. N'oublie pas que si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit,
le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français. Je t'invite, et qui est gratuit aussi, donc je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci encore à Fujifilm et à Olivier Saint-Géry. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjouot.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. D'ailleurs, je répartis régulièrement, je partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie donc énormément parce que ça m'aide beaucoup. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.